les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Clutch Time. Aujourd'hui on est très heureux parce qu'on fait la première review des Français cette année au bout de 6 matchs. Je suis accompagné comme d'habitude de mon binôme. Salut Simon. Enfin Tedesco, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Il me vous voit, comme si on se connaissait pas. Mais aujourd'hui, encore plus heureux que d'habitude car on a la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir Angelo Tsagarakis avec nous pour parler NBA. Comment ça va Angelo ? Ça va très bien et je suis très heureux de vous avoir rejoint ce soir. Et Simon, c'était une figure de style et quand il a dit vous, il sait qu'ils vont être très nombreux à regarder le podcast, donc il anticipait déjà. Et puis c'est pour t'accueillir c'est pour toi. Ça. T'accueillir dans la team. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur les joueurs qui jouent en NBA. Donc au niveau français, tout ce qui est Yann Maimi, malheureusement blessé, Jalen Horde, Timothée Luwawu-Cabarrot, Adam Mokoka qui sont en G-League, on va pas trop en parler. Juste un petit mot pour dire que Sekou Doumbouya qui a été envoyé en G-League, on risque d'en parler dans une autre vidéo plus tard. Et un petit mot pour Nicolas Batum qui s'est blessé. C'est toujours malheureux pour des joueurs de se blesser comme ça, surtout en début de saison. Ouais. En plus, Nico, il y a une partie affective dans ce dossier-là pour moi parce que j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. C'est quelqu'un de vraiment très gentil, très humble. Donc, puis je connais sa femme aussi. Donc voilà, c'est super chiant de se blesser. Premier match de la saison. On peut penser en plus que les Hornets aient des ambitions légitimes dans une conférence Est un peu décimée et très ouverte. Le top 4 est à peu près dessiné, mais il y a un spot à prendre. Mais bon, au moins, ils se sont pas effondrés. Ils sont à 3-3 en début de saison, donc l'absence de Nico se fait pas trop ressentir. Et on espère qu'une fois qu'il reviendra, ça ira encore mieux. Ouais, c'est toujours un meilleur résultat que Menix. Et je sais pas si t'as vu notre preview là où on parlait de Nicolas Batum avant ce match. Ouais. Et pour nous, cette saison, c'était la saison pour lui justement où il y avait peu de monde. C'était la saison où il pouvait prouver, où il pouvait scorer, montrer aux Américains son talent et puis ce qu'il peut apporter en NBA. Le truc par rapport à Nico, c'est que ça fait combien d'années maintenant qu'on l'attend dans le scoring et que c'est quelque chose qui n'est pas tellement dans son ADN au final. C'est pas forcément quelque chose de dommageable pour les Hornets, surtout qu'ils ont des jeunes joueurs athlétiques, prometteurs et plutôt talentueux. Donc s'il peut s'affirmer lui comme l'homme à tout faire tel qu'il le fait depuis les débuts, à Portland et maintenant en équipe de France, quelque part c'est pas grave. Bien sûr qu'on aimerait qu'il score plus, mais on voulait toujours que Boris Dio score plus lui aussi. Alors il joue pas forcément le même poste, mais voilà. C'est peut-être aussi un trait profond de sa personnalité où voilà, je pense qu'il privilégie la victoire avant tout et le plus important et c'est légitime, c'est que les Hornets se qualifient en play-off et fassent un run pour potentiellement passer un tour et il aura réussi son job. Okay. Moi je pense que ça va être compliqué pour les Hornets cette année, mais on peut espérer que qu'ils fassent un spot. Nous on est pour les joueurs français en play-off, toujours. Pour nos Frenchies. Exactement. Allez, on va passer à ceux qui ont joué un peu plus. Donc on va commencer avec une des stars de la NBA, en tout cas chez les Français, pour Evan Fournier avec le Magic. Donc qu'est-ce que tu penses de son début de saison ? Cohérent. Peut-être un petit peu en dessous statistiquement de ce qu'on pourrait attendre de lui, mais ça veut dire quand même qu'on s'est habitué au caviar, parce que quand un joueur français tourne à 17 points par match, on est là en mode peut-être que donc quand même très bon début de saison. Le seul problème c'est qu'il faut que les Magic s'imposent dans cette conférence Est, il faut qu'ils arrivent à sortir du chapeau à un moment donné, et la vraie réussite d'Evan se jouera à ce niveau-là pour lui en fait. Statistiquement il oscille dans un standard qui est le sien, mais voilà, on sait qu'il est un petit peu en dedans pour ce qui est de sa réussite à 3 points et c'est de manière assez évidente ce qui lui coûte statistiquement de pas avoir plus de 20 points par match, parce que il a 32% à 3 points. Exactement, donc s'il monte rien qu'à 37%, il passe directement à 21%. Donc, parce que de 17 à 21, il n'y a qu'un pas. Un petit tir à 3 points par-ci, un lancer franc supplémentaire, ça fait 4 points, il en est à 21, fin de l'histoire. Donc, pour qu'il soit considéré dans la conférence Est comme un potentiel All-Star, ça ne se jouera qu'au niveau des résultats avec les Magic. Donc, il peut avoir la production
qu'on espère pour lui. Si les Magic ne gagnent pas, il n'aura jamais cette reconnaissance qu'il mérite. Okay. Ouais, c'est vrai. De toute façon, on sait que c'est le leader de cette équipe, hein, donc Tout à fait. à lui de le prouver et d'emmener le Magic un peu plus haut, parce que là, ils sont à 2 wins, 4 défaites, 11e. C'est clairement pas suffisant pour cette équipe. Gordon et Vucevic sont un peu en dedans, donc automatiquement la défense se focalise sur Evan et il faut relativiser sa performance statistique parce que c'est l'homme à arrêter côté Magic, donc automatiquement il en paye un petit peu le prix également. Oui, mais le Magic est en dessous de ses standards habituels et si ils commencent à gagner des matchs, ils vont mettre plus de points et Evan va en mettre plus et il va arriver aux alentours de la barre des 20 points qui me paraît être un bon objectif pour cette année, pour sa saison. Tout à fait, un objectif légitime. On croise les doigts et on espère une continuité et une montée en puissance de la part du Magic. Allez, on va passer avec des joueurs un peu moins confirmés, même un peu moins confirmés car rookie. On va parler de Vincent Poirier aux Celtics. 2 petits matchs seulement, avec 2 petits points. Début de saison pas forcément évident. Qu'est-ce que tu en penses ? Le problème, c'est qu'on sait qu'aux États-Unis, ils sont très friands des Cinderella Stories. Jeremy Lin avec les Knicks. Il y a eu d'autres exemples qui ne me viennent pas particulièrement en tête tout de suite, mais Taco Fall est devenu un peu un phénomène de foire dans le storytelling des Celtics cette année, et Vincent en paye un petit peu le prix. Mais c'est quelque chose qui peut s'estomper très rapidement également. Et on connaît la qualité du joueur, on sait que c'est une machine à double-double potentielle. Il est dans un contexte très concurrentiel. Les Celtics, c'est un des favoris à l'Est. C'est une des équipes qui potentiellement peut prétendre à la finale de conférence, voire même de sortir à l'Est. Et même si je pense qu'ils sont un tour en dessous des Sixers et des Bucks, ça reste tout de même un candidat légitime. Donc il n'y a pas vraiment cette période d'adaptation permissive du côté du staff technique. Ils ont besoin de productivité immédiate, ils ont besoin de rendement, de performance, et donc j'ai pas de doute qu'il aura son opportunité, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer pour lui jusqu'à aujourd'hui. Au niveau stats, il en est où, Pierre ? Au niveau stats, il a fait que 2 matchs, 6 minutes, 2 points, 0,5 rebonds, donc vraiment il a joué des bouts de garbage time. Ouais. Quoi. Moi, j'ai vu son match contre les Knicks. Il a peu joué, mais je trouve qu'il a apporté. Il a été présent. On l'a vu. Il a mis, je sais plus, ou quelques shoots. Non, il a fait une bonne prestation. Après, il va grappiller des minutes, je pense, au cours de la saison, et il va prendre ses aises en NBA. C'est un garçon très intelligent, et quand on voit la trajectoire de sa carrière qui est absolument exceptionnelle, on peut attendre que de bonnes choses de lui. C'est un garçon très performant sur le pick and roll, qui est solide défensivement, et quand on connaît les défaillances défensives de Kanter, c'est difficile de concevoir le rendement sur des matchs coup près de Taco, donc je pense qu'il y a une brèche dans laquelle il peut s'engouffrer éventuellement. Ouais, puis c'est un bosseur, on se fait confiance pour qu'il donne le maximum en tout cas. Tout à fait. Il donne le maximum pour jouer crânement sa chance. Yes. Allez, on va continuer avec les joueurs qui sont avec des débuts compliqués. On va parler des Phoenix Suns qui font un très bon début de saison et de Eli Okobo qui lui a un peu de mal dans cette équipe. Il est à 3 matchs pour 3 minutes de jeu, 2,3 points. Par contre, des très bons pourcentages, 60% à 2 points et 50% à 3 points. Donc pas beaucoup de jeux, mais quand on lui donne des shoots, il les prend et il les met. Ouais, ce qui est appréciable avec le petit Okobo, c'est qu'il a un bon mental. Il a un mental très américain au final, prêt à performer quand l'opportunité lui est donnée, et ça c'est le plus important pour lui. Parce que l'arrivée de Rubio lui est forcément dommageable. J'imagine que tu dois être content. Les Suns sont à 5-2, donc... On est content. Donc, maintenant, l'appétit est venu en mangeant. Ils se disent que légitimement, pourquoi pas continuer sur cette voie-là. Ils ont du talent, ils sont jeunes, ils sont athlétiques, ça shoot à 3 points, ils sont dans le développement de ce qu'est le basket NBA aujourd'hui, et l'arrivée de Rubio leur fait énormément de bien. On voit Booker qui est beaucoup plus stable, en plus
qui est vraiment impliqué en défense en comparaison à la saison dernière. Et c'est à ce niveau-là que c'est difficile pour Eli, puisque maintenant, Rubio, qui est tellement légitime, qui est un vrai starter pour les Suns, il va falloir exister derrière lui. Mais s'il reste prêt, il sera ce joueur qui, éventuellement, en cas de blessure, ou simplement, si les Suns continuent à bien tourner, qui vont enchaîner les matchs, il faudra donner un peu de repos à certains joueurs. Rubio aura besoin de repos éventuellement, et c'est là où il peut s'affirmer comme doubleur de luxe. On peut lui souhaiter que ça, de toute façon. En plus, il a la chance d'être dans une équipe qui gagne, et ça change, comparativement à l'année dernière où il a mangé son pain noir avec une équipe qui jouait mal et qui gagnait pas. Là, au moins, il apprend ce que c'est la gagne, et ça, c'est important aussi pour les jeunes joueurs. Ouais. Allez, on va passer sur un joueur un peu plus puissant, un certain Rudy Gobert. Rudy Double défenseur en titre, avec le Utah Jazz. Début de saison, mi-figue, mi-raisin, mais normal, avec l'intégration de Mike Conley qui n'est pas forcément facile et rapide. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les Jazz. Ça restera une forteresse difficilement prenable les playoffs venus. Ça reste une équipe qui est paradoxalement en reconstruction, parce que quand on a un meneur de jeu qui part, un meneur de jeu qui arrive, il y a un nouveau rythme à trouver. Mais Conley est un grand professionnel, un fantastique meneur de jeu et meneur d'hommes, un vétéran respecté dans la ligue. Donc ils vont trouver leur repère. Pour ce qui est du dossier de Rudy, production offensive un peu en dedans, toujours dans son standard défensif habituel, donc ça là-dessus on n'aura jamais de souci à se faire pour lui. Il a émis la volonté de vouloir être plus impliqué en attaque, mais le problème pour lui à ce niveau-là, c'est qu'il n'a pas de move, des go-to moves sur lesquels il peut s'appuyer. Et c'est difficile, en sachant en plus la recherche de repères qu'a les Jazz à ce stade de la compétition, de pouvoir concrètement le responsabiliser en attaque, lui donner des systèmes de jeu. On sait qu'il est super efficace sur le pick and roll, il doit trouver ses automatismes avec Conley. On sait qu'il est apte à prendre des petits tirs, même s'il a fait un airball et tout le monde se précipite sur ce genre d'image sur les réseaux sociaux. Bon, c'est une connerie, mais il pourrait développer à terme un petit shoot à 4 mètres en pick and pop qui serait respectable. Mais c'est ça le problème. D'un côté, il porte les couleurs de la France, représente notre pays fièrement, ramène des médailles pendant l'été. Mais il est clair, net, c'est certain qu'il a besoin de se créer une panoplie offensive qui soit cohérente et qui lui permette de passer à un nouveau stade, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est plutôt cohérent. Il est un peu en dedans, mais comme tu dis, avec l'arrivée de Conley, c'est pas forcément facile. Et pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Ils vont trouver leur alchimie, ils vont trouver leur entente, et il va vite remonter sur ses standards de points, de rebonds. Et oui, il faut qu'il tente. De toute façon, Giannis a eu des soucis au shoot, Ben Simmons a des soucis au shoot. Il faut qu'il tente, et puis ça va finir par rentrer, et là il deviendra une vraie arme offensivement. Oui, parce qu'il est respecté aux quatre coins de la ligue pour son impact défensif. Les gens sont conscients de l'importance qu'il a pris dans le système des Jazz. Il est vital pour leur réussite. Sans Rudy, les Jazz ne passeraient pas le premier tour des playoffs. Et donc, il faut qu'il mange un peu son pain noir par rapport à ses ambitions personnelles, de vouloir être plus responsabilisé en attaque. Il doit trouver ses marques et il doit continuer à développer une palette offensive qui lui permette de prétendre à autre chose offensivement. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Et puis si les Jazz confirment, beaucoup de personnes les mettent dans leurs prévisions dans le top 2 ou 3 de la conférence, et ce ne serait pas surprenant qu'ils y arrivent. Parce que sur la durée, d'aller gagner à Utah, c'est particulièrement compliqué. Et puis ils ont tout de même beaucoup de joueurs qui reviennent de la saison dernière, donc une fois qu'ils vont trouver leur rythme de croisière, watch out. Moi je les avais mis top 4 sur mes previews, et je pense que même malgré le petit début de saison un peu en deçà, ça va être une des équipes les plus régulières, je pense, de la saison. Il n'y aura pas de trou d'air,
ça va rouler. Ils ont un beau coach, ils ont des bons systèmes, donc ça va faire comme ça. On a fait le tour des Frenchies. Yep. Ouais, il nous en reste un, le Frankie Ntilikina, mais on va en parler plus précisément dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et donc on vous réserve une autre vidéo avec Angelo pour en discuter vraiment. Ok, je garde mon maillot pour la deuxième partie. Garde ton maillot des En Knicks. attendant, pensez à vous abonner justement pour pas louper cette vidéo. Pensez à mettre des commentaires et on vous retrouve dans la deuxième partie. Et soyez clutch. Soyez clutch. Ciao. Salut les Frenchies.